À l'ordre, s'il vous plaît, je vais demander le silence pour qu'on puisse poursuivre nos travaux. Avant de poursuivre ces travaux, j'ai besoin de votre consentement pour qu'on puisse terminer à 21h13, compte tenu de l'heure à laquelle on a commencé. Est-ce que j'ai le consentement? Oui. Merci. Maintenant, nous recevons l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Sont présentes Mme Rivard, M. Winter, Mme Melançon et Mme Huppé. Alors, vous avez 10 minutes pour votre présentation et par la suite, on ira avec les échanges. Je vous cède la parole immédiatement. Bonsoir, merci de nous recevoir. Je m'appelle Julie Rivard, je suis la présidente de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, la GDSMQ. Fondée en 1990, la GDSMQ regroupe notamment des groupes régionaux de défense des droits ainsi que des groupes d'entraide ayant un mandat de promotion de vigilance partout au Québec. Nous sommes tous portés par une perspective de justice sociale, de liberté et d'égalité. Nos actions s'enracinent dans l'accompagnement de personnes ayant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, qui vivent concrètement des situations de garde, d'autorisation judiciaire de soins, d'isolement, de stigmatisation et de mesures de contrôle. La GDSMQ possède une connaissance approfondie des droits, une expertise ancrée dans l'accompagnement en défense des droits, un regard critique sur les pratiques en santé mentale et met de l'avant le vécu expérientiel et la parole collective des personnes utilisatrices de services en santé mentale qui permet de documenter les effets réels des mesures coercitives et les conditions nécessaires à l'appropriation du pouvoir. Même si la GDSMQ demeure fondamentalement opposée à l'approche privilégiée par le projet de loi 23, approche à l'encontre de la majorité des recommandations de l'IQRDJ, nous considérons légitime et essentiel de proposer, nous aussi, non seulement des recommandations, mais aussi des amendements visant à réduire les risques de dérive, à renforcer les garanties procédurales et à limiter les atteintes aux droits fondamentaux susceptibles de découler de son application. Avant de passer la parole à mon collègue, je souhaite vous laisser sur cette réflexion. La coercition, même joliment emballée de bienveillance, demeure de la coercition que nous appelons maintenant de la bienviolence. Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, je prends la parole aujourd'hui avec une préoccupation centrale. Le projet de loi 23 ne se contente pas d'ajuster le cadre légal existant, il modifie profondément l'équilibre entre la protection des personnes et la protection de leurs droits fondamentaux au détriment de ces derniers. Une réforme peut être pertinente, mais elle ne doit pas se faire de façon précipitée, surtout lorsqu'il est question de privation de liberté, de soins imposés et d'atteintes aussi importantes à l'autonomie. Or, plusieurs enjeux majeurs, notamment les ordonnances de traitement et d'hébergement, n'ont pas fait l'objet d'une réflexion dans les travaux de l'IQRDJ, alors qu'ils touchent les droits fondamentaux. Notre mémoire est claire, ce qui manque au Québec, ce ne sont pas des nouveaux pouvoirs pour contraindre, ce sont des ressources, des services, du logement, du soutien de proximité et de véritables alternatives à l'hospitalisation et aux soins forcés. Le PL23 répond aux défaillances du réseau non pas en renforçant l'aide, mais en élargissant les mécanismes d'intervention sans consentement. D'abord, sur la dangerosité, on passe du fait observable au risque anticipé. Le premier changement fondamental du projet de loi 23, c'est le passage d'un critère de danger grave et immédiat à une logique de danger raisonnablement prévisible. On ne parle plus d'intervenir devant un danger concret, actuel et démontrable. On parle d'intervenir parce qu'un danger pourrait survenir, parce qu'une détérioration est anticipée et parce qu'un risque est interprété. Le problème est aggravé par l'introduction de notions floues, comme risque de compromission ou état mental altéré. Plus les critères sont larges, plus ils deviennent sensibles aux perceptions subjectives, aux biais institutionnels, aux pressions de gestion et aux réflexes sécuritaires. C'est précisément le genre de dérive qu'une loi d'exception devrait éviter. Dans la vraie vie, les critères flous ne s'appliqueront pas dans l'abstrait. Ils vont s'appliquer à des personnes en situation d'itinérance, des personnes déjà judiciarisées, des personnes autochtones, racisées, marginalisées, ou encore des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes avec les institutions. Le risque, c'est que les inégalités déjà présentes dans la société se retrouvent renforcées dans l'application de la loi. Nous croyons qu'une loi qui permet de restreindre la liberté doit reposer sur des critères clairs, restrictifs, rigoureux et objectivables, pas sur des impressions, pas sur des scénarios possibles, et surtout pas sur une logique de prévention fondée d'abord sur la peur du risque.
C'est pourquoi nous demandons de maintenir une définition stricte de la dangerosité, de retirer la détérioration prévisible comme fondement autonome d'intervention coercitive et d'encadrer sévèrement, voire de retirer les notions de compromission et d'état mental altéré. D'ailleurs, des critères clairs existent déjà dans le cadre de référence ministérielle de 2018. La question est simple. Pourquoi ne pas les appliquer adéquatement? Sur les tribunaux maintenant, quand les garanties baissent, les droits reculent. Le deuxième glissement majeur du projet de loi 23 concerne les contre-pouvoirs. Le projet de loi prévoit de transférer les décisions de garde et d'AJS vers le tribunal administratif du Québec. On nous présente ça comme une simplification, c'est plutôt un affaiblissement du contrôle judiciaire indépendant. Une société démocratique ne devrait jamais accepter que des décisions aussi graves que l'enfermement, l'évaluation imposée ou les soins sans consentement soient soumises à des garanties moindres que celles reconnues devant les tribunaux judiciaires. Les personnes vivant avec un problème de santé mentale ne sont pas des citoyens de seconde zone. Notre mémoire est très claire, il faut maintenir la compétence des tribunaux judiciaires. Si le gouvernement persiste malgré tout à créer un tribunal unifié au TAC, alors il faut au moins imposer dans la loi des garanties procédurales équivalentes à celles des tribunaux judiciaires. Ça implique notamment le respect explicite des principes de justice fondamentale, un accès réel à la représentation juridique, l'interdiction de la visioconférence, sauf si la personne intimée le souhaite, et l'obligation d'informer clairement les personnes de leurs droits, recours et ressources d'accompagnement. L'exemple concret est frappant. En droit criminel, une personne qui est arrêtée doit comparaître très rapidement devant un juge. Ici, avec le nouveau modèle, une personne pourra être évaluée dans les 48 heures devant un psychiatre et ne pas voir un juge avant 168 heures. Donc, devant un tribunal non judiciaire de surcroît. C'est un recul des garanties entourant la privation de liberté. Si le législateur choisit malgré tout d'aller de l'avant, le délai maximal de garde temporaire devrait être réduit à 120 heures. Au fond, ce que révèle le projet de loi 23, c'est un choix politique. Au lieu de corriger les lacunes du réseau, soit le manque de soutien communautaire, l'absence d'alternatives accessibles, les ruptures de services, les insuffisances au niveau du logement et du suivi psychosocial, on élargit les mécanismes de contrôle. Une loi d'exception ne doit pas devenir un outil de gestion sociale. La vraie prévention en santé mentale, c'est pas intervenir plutôt dans la contrainte, c'est offrir plutôt du soutien. C'est empêcher qu'une souffrance invisible devienne une crise visible, faute d'avoir été accompagnée à temps. Autre élément aussi, le rôle des groupes de défense de droit devrait être renforcé. On a des éléments à proposer à cet égard. Enfin, l'absence de consensus autour du projet de loi 23 devrait appeler à la prudence. Plusieurs mémoires, dont ceux du protecteur du citoyen, du Collège des médecins, l'Ordre des travailleurs sociaux et même le barreau, soulèvent des réserves importantes. Ces organisations ont le devoir de protéger le public, on devrait les écouter et mieux réfléchir. Enfin, pour conclure, une société de droit ne devrait jamais faire la privation de liberté une réponse plus simple que l'accès à l'aide. Je vous remercie. Nancy. Bonjour, je m'appelle Nancy Melançon, je suis à la coordination de l'AGID SMQ. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Représentation santé mentale Québec, qui regroupe 10 volets régionaux qui ont pour mandat de récolter la parole collective des personnes utilisatrices de services en santé mentale dans le but d'améliorer ces dernières, tout en valorisant la démocratie, la citoyenneté et l'appropriation du pouvoir. Dans le cadre du travail mené par l'EQRDJ en 2024, nous avons tenu de manière indépendante de l'EQRDJ des consultations pan-québécoises ayant rejoint 300 personnes qui ont subi la P38. Celle-ci nous a raconté les impacts de l'hospitalisation forcée et ce que ça a eu comme impact sur leur vie. L'allocution de ma collègue Nadine, première personne concernée, est un récit qui englobe les expériences de ces 300 personnes qui ont un récit qui ne sont nullement anecdotiques. Bonjour, plutôt bonsoir à tous. Mon nom est Nadine et je suis survivante d'actes criminels. C'est par la voix de centaines de témoignages que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Toutes ces expériences ne sont pas anecdotiques. Elles sont le symptôme d'un système brisé. Notre parole est collective. C'est pourquoi nous interpellons également nos pairs. Les personnes vivant la violence systémique dont leur voix est trop souvent décrédibilisée et invisibilisée.
La crise du logement, la pauvreté, le deuil, la violence conjugale, l'exploitation professionnelle ou des agressions sexuelles sont des événements qui nous amènent en détresse. Bien que nous vous demandions de l'aide au système, il est dans l'impossibilité de répondre à nos demandes volontaires et attend que notre état s'aggrave faute de services. Inévitablement, quand nous tombons en crise, la réponse de l'État, imprégnée de stigmatisation, nous fait vivre de la brutalité policière sans prendre le temps de désescalader la situation. À l'hôpital, on ne nous explique pas ce qu'est une garde en établissement. On parle à nos proches plutôt qu'à nous et on nous enferme sous un prétexte de sécurité sans se soucier de l'impact traumatisant. Quand on pose des questions, qu'on demande de faire un appel, qu'on exprime notre colère parce qu'on ne peut même pas sortir prendre l'air ou fumer, on subit de l'isolement, des contentions physiques ou chimiques, de la torture. Cela permet aux soignants de nous garder plus longtemps sans qu'on ait un mot à dire. Dans l'œil expert, on se fait ordonner un traitement qui dure des années et qui nous rend malades d'effets secondaires. On se fait dire qu'on n'est pas capable de consentir, mais on ne prend pas en compte notre histoire, notre culture ou notre réalité. Nous, des citoyens comme les autres, subissons la mauvaise application de la loi P38, celle que le projet de loi 23 vient légitimer, pour faciliter le travail des intervenants qui veulent nous soigner de leur façon. Leurs interventions forcées n'en rayent rien, ils ajoutent un traumatisme, une étiquette de danger à une détresse toujours présente. Il y a effectivement des choses à changer, des services plus humains, volontaires, qui s'imbriquent dans nos valeurs et à notre rythme. Mais ce n'est pas par cette loi que cela en inventera. Nous sommes le mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nous. Ne touchez pas à nos droits et libertés. Madame. Madame la ministre, on va débuter l'échange. Oui, alors, d'abord, merci de votre participation. C'est important. On est en pleine consultation particulière. On reçoit beaucoup de groupes. Alors, je pense que votre voix est très importante. Merci, Madame, en particulier, pour le témoignage là, que vous venez de faire. Je veux quand même revenir sur certains éléments. La P38 a été mise en place, la loi P38, il y a environ 25 ans. En 2018-2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait donc constaté certains enjeux avec l'application de la P38 et avait donc décidé de revoir la formation, les programmes, donc il y a eu beaucoup de formations dans le réseau à cette époque-là. Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée à moyen terme. Alors, donc, aujourd'hui, le constat qu'on a fait, puis c'est mon collègue prédécesseur, Lionel Carman, qui était ministre responsable des services sociaux à l'époque, qui a mandaté l'IQRDJ en 2023 d'enclencher des travaux en lien avec la P38. Alors, les travaux ont été enclenchés en 2023. C'est important là, que je vous rappelle ça parce que ce n'est pas une décision qu'on a prise il y a 1 mois ou il y a 2 mois. Là. En 2023, donc le 17 mai 2023, le ministre Carman confie à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice un mandat en vue de réaliser des travaux de recherche sur l'application de la loi, P38. Alors, donc, ce qu'ils ont fait, grosso modo, leur rapport, je suis certaine que vous l'avez certainement consulté, j'imagine, comme nous, on l'a analysé puis on l'a étudié minutieusement. Ils ont fait une revue de littérature. Ils ont fait des entretiens auprès des personnes et des acteurs clés de la société. Ils ont organisé un forum. Ils ont fait un sondage public en 2024. Vous avez vu les résultats, j'imagine. Alors, ils ont fait naturellement l'analyse de plusieurs mémoires. Ils nous ont fait des recommandations dans le rapport. Alors, quand même important que je vous mentionne. Là aussi, vous êtes tous au courant de ça. Bon, on va quand même juste pour ceux qui ne seraient pas là, dans le détail. Sur les 35 recommandations qu'ils ont faites, est-ce que vous savez le nombre qui a été retenu sur les 35? Alors, je peux vous le dire, il y a 17 recommandations qui ont été retenues. 13 qui ont été retenues partiellement,
2 qui relèvent du ministère de la Sécurité intérieure, et il y en a 3 sur les 35 qui n'ont pas été retenus. Alors, le travail qu'ils ont fait, c'était un travail, puis on les a reçus là, un peu plus tôt, un travail important. Puis on a tenu compte du travail qu'ils ont fait pour écrire le nouveau projet de loi. Alors ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Alors, vous soulevez des très bons points. Sur des recommandations, vous dites, bien, on n'est pas en faveur du projet de loi, mais on a quand même des amendements ou des recommandations. Bien, pour moi, c'est important d'entendre ça, parce que la voix que vous portez, elle est importante. Alors, on le considérera, bien sûr, mais je voulais quand même revenir sur les travaux qui sont faits depuis plus de 3 ans là, dans ce domaine-là. Maintenant, j'aimerais ça vous entendre parler des proches aidants, parce qu'on a eu quand même beaucoup de proches aidants qui sont aussi, puis il y en a d'autres, il y en a qui sont dans la salle. Là. Merci d'être là, tout le monde. Mais j'aimerais ça vous entendre comme regroupement, comment vous voyez l'application de ce projet de loi en lien avec les proches aidants, à la lumière de votre vécu? Avec respect, si je peux me permettre, Madame la ministre, ce sont les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale qui sont hospitalisées en psychiatrie contre leur volonté. Ce ne sont pas leurs proches. Les proches, ils ont assurément un vécu qui est le leur, et puis ils ont une place dans le processus, mais ce ne sont pas eux qui sont hospitalisés. Donc, c'est les 20 000 personnes qui sont mises sous garde chaque année. Ce sont ces d'eux dont il est question, puis c'est d'eux dont ces travaux-là ont très peu parlé jusqu'à maintenant. Je voudrais revenir sur les QRDJ. Excuse, mais j'aurais aimé quand même vous entendre sur les proches, parce que c'est une réalité importante. Je n'ai pas la prétention de parler à leur place. OK. Donc, vous n'avez pas de point de vue là-dessus. OK, parfait. Merci. Je suis correct, on peut continuer. Vas-y, Nancy. Est-ce que je peux me permettre? La question de Mme la ministre, oui. C'est pas simple pour moi aujourd'hui de nommer ça. Puis j'ai énormément de respect pour Mme Péloquin, qui, moi aussi, m'a tiré les larmes lorsqu'elle est témoignée. Moi aussi, je suis le parent d'une personne utilisatrice en santé mentale qui a été hospitalisée de force. Donc, je suis aussi une proche aidante. Et il n'y a pas de semaine depuis ce temps-là que mon fils ne me dit pas « Maman, il y a des choses que je ne te dis pas parce que j'ai peur de me retrouver une autre fois hospitalisée contre mon gré. » Donc, ça a brisé un peu la relation de confiance que j'ai. Puis qui me dit régulièrement, si jamais j'ai à retourner là, ça va être la dernière fois que tu vas me voir. Je vais sortir de là, mais nous, on ne se verra plus après. Puis c'est pas moi qui a appelé pour le faire hospitaliser. OK, merci. Pour ce qui est du QRDJ, vous avez rappelé, Mme la ministre, avec justesse, les travaux qui ont été menés sur 3 ans, effectivement. Par contre, ceux-ci, puis on tient à le rappeler, n'ont pas parlé des autorisations judiciaires de soins. Donc, à cet effet-là, de l'inclure dans un projet de loi où tout serait mis ensemble, pour nous, ça nous apparaît extrêmement précipité. Et puis, il y aurait moyen, parce qu'on a lu le mémoire, probablement que vous l'avez lu aussi, le mémoire qui avait été déposé au Conseil des ministres en 1996, quand ils ont fait la P38. Puis, dans ce mémoire-là, il était question que c'était un dossier qui était traité depuis 1989. Donc, on n'est pas contre le fait qu'il y ait une réforme ou qu'on réfléchisse. On trouve que c'est très précipité, puis on aimerait se donner plus de temps. Madame la ministre, Oui. poursuivre. Oui. Bien, en fait, Qui pourrait oui, poser des bien, questions. en fait, peut-être juste revenir sur, dans le fond, ce que je comprends ce soir, c'est que vous dites on n'est pas contre, mais on veut plus de temps. Plus de temps pour faire quoi? Plus de temps pour ne pas répéter les erreurs du passé. La dangerosité n'avait pas été définie dans la P38 à l'époque. Elle a été en 2018 dans le cadre de référence dont vous avez, avec justesse, fait mention. La dangerosité était un concept flou. C'est quelque chose qu'on a critiqué beaucoup, les groupes de défense de droit, pendant des années. On va répéter exactement les mêmes erreurs, donc on est condamné aux mêmes échecs. Puis pire,
l'état mental altéré. Qu'est-ce que c'est l'état mental altéré? On parle aussi de compromission. C'est un langage de DPJ, ça, le risque de compromission. Donc, on vient introduire des éléments qui ont, comment dirais-je, qui ont peu de pour nous, ça ne fait pas de sens. C'est pas bien défini. On est très, très craintif vis-à-vis cet aspect-là. Puis on souhaite que ce soit entendu. OK. Merci. On peut Madame laisser, la oui. députée de Vimont. Merci, Monsieur le Président. Je comprends très bien là, les interrogations là, que vous posez actuellement. On va parler de la notion du consentement, là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. On fait quoi dans le cas d'une personne qui refuse de l'aide puis qu'on voit son état se détériorer? Il se passe quoi à ce moment-là? Dans ce consentement, on fait quoi? C'est quoi le rôle, là? Ben, ça peut être d'un aidant, ça peut être... c'est quoi le terme de société aussi? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? C'est une question qu'on nous pose régulièrement, vous savez, puis c'est pas une question facile parce qu'il y a tellement de nuances dans ces sujets-là. Il y a déjà des mécanismes qui sont en place, notamment les autorisations judiciaires de soins. Même les établissements de santé peuvent aller les chercher en urgence lorsqu'ils veulent bien le faire, mais ça fait appel aussi à la responsabilité professionnelle des médecins. Donc, à cet effet-là, c'est sûr et certain que l'enjeu qu'on constate, puis ce qu'on essaie de dire, puis ce qu'on a dit sur toutes les tribunes qu'on a eu la chance d'avoir, c'est qu'il manque de services en amont. Vous savez, au Canada, on est, dans le monde occidental, le pays où il y a le plus d'internements involontaires. Donc, puis on parle du Québec et des autres provinces canadiennes. Donc, on est les plus... c'est un championnat qui n'est pas très honorable, entendons-nous. Donc, on pourrait faire mieux, notamment en ayant davantage de services dans la communauté, notamment en agissant davantage en amont, en finançant les services de crise. Donc, il y aurait une fenêtre. Madame la ministre est allée chercher des budgets, puis c'est une très bonne chose pour la santé mentale. Par contre, si on mettait en place ces budgets-là, puis qu'on se décidait, au lieu de faire une réforme de structure au plan judiciaire, de mettre de l'argent dans les services de crise, là, ça aurait de l'impact. Puis qu'on se disait, on attend avant de bien faire les choses. Donc, ça, c'est une avenue de passage qui serait intéressante. Je comprends le travail qui doit être fait en amont. Je comprends la prévention. Tout ça est nécessaire là, pour éviter à ce qu'on se rende là. Par contre, pour vous, quelle est la situation ultime qui nécessite un recours, là, qui nécessiterait qu'on doit agir? Parce que même si le travail en amont est fait, il y aura toujours malheureusement des cas, je ne pense pas qu'on peut éradiquer à 100 %. Il va toujours quand même avoir des situations qui vont arriver, puis qu'on va devoir avoir recours à peut-être quelque chose auquel on ne veut pas. Mais pour vous, c'est où cette limite-là? Ou la frontière, je ne sais pas, là, mais j'imagine qu'il y a une frontière entre les deux où vous dites à un moment donné, tout a été fait, la prévention, tout a été là. On a entendu dans les journaux, on a entendu des fois des cas... Puis, l'opinion publique, on le savait, il y avait eu des signes avant-coureurs. Et souvent, ça déclenche des interrogations. Pardon? 20 000 fois qu'il y a eu des signes avant-coureurs puis qu'on a prévenu... Vous parlez là des cas qui ont été, ce que vous avez mentionné, là, les 20 000 interventions, là, dont 14 000 qui ont été... C'est ça. 20 000 par année, c'est... Veux-tu y aller, Nancy? C'est ça l'enjeu. Les lois actuelles prévoient déjà ce type de mécanisme-là. L'enjeu, c'est est-ce qu'elles sont bien appliquées? Est-ce que l'ensemble des gens assument leurs responsabilités professionnelles? Ça, c'est une chose. Puis aussi, est-ce qu'on peut se rendre comme société avant qu'on ait à les appliquer? Donc, c'est ça l'essence de notre message. Vous savez, on a eu un témoignage, puis c'est pour ça que je suis intervenu, parce que les gens directement concernés, aujourd'hui, on est en manifestation. C'est extrêmement difficile pour eux de prendre la parole puis de dire « Hey, moi, j'ai été hospitalisé en psychiatrie, puis ça a été une mauvaise expérience. » Les gens se mettent eux-mêmes un stigma, puis je sais que c'est pas facile à vivre pour leurs proches non plus, puis pour l'ensemble du réseau. Personne n'aime contraindre, on ne prête pas d'intention. Mais le fait est que c'est une expérience difficile qu'on ne souhaite pas que les gens vivent. Puis cette loi-là, malheureusement, ce projet de loi-là, avec les embûches qu'il y a à l'intérieur de celui-ci, bien,
il va nous amener dans une situation qui va être pire que ce qu'on vit présentement, selon nous, puis on n'est pas les seuls à le dire. Donc, je vous dirais... Madame la députée, Madame la ministre voudrait faire terminer l'intervention. Oui, peut-être juste vous dire, on a eu le coroner, le bureau du coroner qui ont fait une intervention un peu plus tôt, et puis notamment Maître Kamel qui a mené 3 enquêtes, qui a fait des recommandations. Puis le fil conducteur de tout ça, c'était la souffrance des personnes. Je vous rejoins tout à fait, mais aussi la souffrance des proches aidants. Et pourquoi je parle des proches aidants, puis les personnes, les premières concernées, c'est pour moi extrêmement important, mais il y a aussi les proches aidants qui nous disent qu'ils ont appelé pour demander de l'aide parce qu'ils voyaient bien que leur personne, leur fils ou peu importe, leur proche se détériorait et ils ont appelé pour demander de l'aide à différents groupes, puis se sont fait dire, bien, barrez votre porte de chambre. C'est ça la réponse qu'ils se sont fait dire par la P38 actuelle, en appelant des centres de crise notamment, en appelant, des fois c'était les services policiers qui se rendaient sur place. Fait que, il y a quelque chose là, puis vous êtes aussi, vous le savez, là, au Québec, c'est pas un bon... on n'est pas content de ce résultat-là, là, mais on a le plus haut taux de personnes non criminellement responsables au Québec. C'est nous autres qui avons le plus haut taux de toutes les provinces. Fait qu'il faut agir en amont. Il faut vraiment agir en prévention. Puis la P38, c'est pas sur tout le continuum de santé mentale. C'est au moment où la personne se détériore et qu'elle n'est plus apte à prendre des décisions pour elle-même. Cette personne-là, il y a d'autres groupes qui nous ont dit, elle a aussi besoin de recevoir des soins quand elle n'est plus capable de décider à un moment X. Alors, c'est tout ça la difficulté. Hein? C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et je comprends qu'il peut y avoir des points de vue différents, là, je le respecte, mais il reste que la personne qui a un trouble mental, qui est stable dans sa vie, puis on l'a vu, là, on a plein de démonstrations des gens qui réussissent à faire leur vie, qui ont de l'aide et qui, bon... Mais il y a des personnes qui vont vivre des moments de psychose ou des moments où elles vont perdre contact avec la réalité et elles peuvent devenir dangereuses pour eux autres mêmes, premièrement. Mettons la personne, là, la personne elle-même peut être dangereuse pour elle-même, on en convient. Elle peut être dangereuse pour autrui. Alors, il y a un élément de protection de la personne. Alors, et on a gardé les balises, là, l'objectif, c'est pas une garde à l'infini, là. Ce n'est pas ça, c'est balisé dans ce qu'on définit, et c'est de s'assurer que quand la personne quitte, qu'elle ait un plan d'intervention, qu'elle ait des intervenants autour d'elle, qu'un suivi soit fait, parce que vous avez entendu parler de la porte tournante. Il y a des gens dans la salle ici qui m'en ont parlé aussi. La P38 sert quasiment d'accès. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça. On veut l'utiliser le moins possible. Puis on a du travail à faire pour travailler en amont. Et malgré toute la prévention qu'on pourra faire, il peut y avoir dans la maladie des personnes qui vont se détériorer, puis heureusement, s'ils sont pris en charge rapidement, ils vont pouvoir se restabiliser. C'est normal. Alors, donc, je veux quand même juste le mentionner. J'ai fait l'analogie avec l'infarctus du myocarde. Vous allez me dire, c'est pas la même affaire. Oui, c'est semblable. On pourra dire à quelqu'un, il faut bien manger, faire de l'exercice, arrêter de fumer, avoir des bonnes habitudes de vie. On peut l'accompagner dans ses habitudes de vie. Est-ce qu'on est sûr que cette personne ne fera jamais un infarctus puis qu'elle ne se rendra pas aux soins intensifs? Mais c'est la même chose avec le trouble mental. Il faut faire la prévention. Là, je ne suis pas en train de vous dire ça, j'y crois à 100 %. Puis il faut agir avant que des situations arrivent. Mais c'est quand même préoccupant de savoir qu'on a des personnes, le plus haut taux de personnes non criminellement responsables au Québec. Ministre. Madame la députée, excusez, on va passer à une autre intervention. Ouais. Vous pouvez, allez-y. Non, allez-y. C'est Madame la députée de Darcy-McGee qui va décider de son temps. Il y a d'autres explications que la P38. Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de la P38. Malheureusement, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, Madame la ministre, mais je pense qu'on pourra avoir une discussion beaucoup plus longue là-dessus, mais je vais laisser Nancy répondre.
Bien, j'allais juste rajouter, puis je la comprends bien, votre analogie, mais est-ce qu'on va faire une opération préventive contre le gré de la personne qui ne prend pas bien soin d'elle pour prévenir éventuellement une crise, un infarctus? C'est un peu ça qu'on voulait mentionner. C'est ça, c'est que le projet de loi amène une présomption d'inaptitude. C'est un peu ce qu'on dénonçait. Mais, Madame la députée, vous vouliez nous poser des questions. Merci. Premièrement, je pense qu'on est tous d'accord que 5 jours, c'est pas beaucoup de temps pour passer à travers un projet de loi avec 73 articles, et pas seulement 73 articles, mais des enjeux très, très sensibles quand on parle de droits de la personne. Donc, on aurait voulu également, et je pense que je le dis au nom de tous mes collègues, avoir le temps qu'il faut pour bien ventiler tous les éléments du projet de loi compte tenu de l'implication qu'ils ont. Quelques questions. Comme vous le recommandez dans vos recommandations 35 et 36, de mettre en place des mécanismes d'évaluation. Parce que, justement, on ne va pas, premièrement, attendre à nos 29 ans avant de revoir. Puis, aussi, je comprends, il y a plusieurs craintes, hésitations de la part de plusieurs groupes avec des éléments qui sont dans le projet de loi. Donc, justement, s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, disons, parce qu'on a entendu l'Association des médecins psychiatriques qui disait, bien, eux, ils s'attendent à une diminution en raison des DPA, mais on ne le sait pas. C'est leur perception, c'est leur anticipation. Mais justement, on veut s'assurer que une fois que c'est adopté, c'est mis en œuvre, si c'est le cas, de s'assurer qu'il y ait un suivi, justement, pour voir dans quelques années si, justement, vos préoccupations sont réelles avec les chiffres que ça va dévoiler, ou si peut-être l'interprétation des médecins psychiatriques est celle qui va avoir raison. Donc, tout à fait d'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'évaluation. Et vous parlez, incluant la publication de données. Je suis curieuse, pour vous, quelles données seraient pertinentes? Évidemment, on va vouloir connaître le nombre de personnes pour qui le P38 a été appliqué, mais quelles sont les autres données que vous voudriez voir? Bien, essentiellement, le nombre de gardes, le nombre de contestations, le pourcentage de personnes représentées par avocat. Vous savez, les groupes de défense de droit, on a fait des études. On est les premiers puis les seuls à avoir documenté. Hein? Le groupe de Chaudière-Appalaches, de Montréal, Laurentides, Outaouais, Gaspésie, on a tous fait des études. On est allé dans les palais de justice pour compiler les données. Ça n'a pas été fait par les équipes du... Juste un appel au règlement, puis c'est pas vous, là. Au niveau du public, tout signe d'approbation ou de désapprobation, c'est l'article 31, ne peut être fait. Alors, il y a quelques personnes qui sont en arrière de vous, qui font souvent des signes oui. Ce n'est pas permis, c'est l'article 31. Alors, je vous demanderai juste de vous abstenir. Ça va? Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir interrompu. Allez-y. Il n'y a pas de problème, je ne les vois pas. Hein? Donc, mais s'ils m'approuvent, ils sont très pertinents. Mais bon, un coup qu'on dit ça, oui, le nombre de gardes, donc je mentionnais, puis ces études-là, puis je suis convaincu que les équipes de Mme la ministre les a consultées. En tout cas, je souhaite qu'ils l'aient fait, parce que nous, comme groupe, on a documenté l'application. Donc, ce ne sont pas que des impressions qu'on avance ou des perceptions. On arrive avec des statistiques, des chiffres, des éléments précis sur un état des lieux que même le ministère de la Santé n'a pas fait, là. Donc, à cet effet-là, nos études renferment une quantité de critères qui pourraient être mis de l'avant dans des processus d'encadrement. Et vous avez mentionné au début aussi de votre témoignage l'implication justement des groupes de défense des droits. Quel est le rôle que vous envisagerez justement qu'ils puissent jouer dans pour les personnes pour lesquelles le P38 va être appliqué? Bien, on en fait une de nos recommandations. Effectivement, dans la région de la Montérégie, d'où est originaire là, ma collègue Nancy, il y avait eu un projet pilote qui avait été développé avec un des 6 à l'époque, pour une défense pleine et entière, où de façon systématique, le groupe était
contacter là, tout en respectant l'anonymat et le libre choix de la personne pour que la personne soit informée de ses droits. Puis pour moi-même l'avoir vécu dans ma région de Chaudière-Appalaches, ce type de projet-là, lorsque plus on est impliqué, les groupes de défense de droits, bien, la personne elle a accès à un intervenant neutre qui est externe. Nous, on ne travaille pas pour les hôpitaux, le CIS, on est réellement externe, ce que ne serait pas, par exemple, là, les gens en Ontario, là, des bureaux ou dans d'autres provinces canadiennes, puis on est déjà financé. Donc, si Madame la ministre voulait renforcer notre rôle dans le processus, ça pourrait déjà atténuer certains impacts, puis aussi qu'on soit sur le comité provincial et régional. Donc ça, ce serait un élément là, qui serait important. Et vous avez mentionné que vous avez tenu des consultations avec 300 personnes, oui, justement, à qui le P38 a été appliqué. Je suis curieuse de connaître, justement, c'était quoi, qu'est-ce qui est ressorti de ces consultations-là en termes de réforme du P38? Bien, on le fait notamment dans le cadre de l'IQRDJ, des travaux de l'IQRDJ. Nos groupes ont fait des mémoires, Représentation a fait des mémoires. Justement, les gens ont fait référence. Puis le fil conducteur, c'est la personne qui a consulté, qui a fait l'objet d'une P38, qui a eu des soins ou qui a été amenée à l'hôpital attachée sur une civière à l'urgence, qui a dormi ou qui a fait qui a uriné parce qu'elle était attachée sur elle-même, parce que ça existe au Québec, ça existe dans toutes les régions du Québec, ça. Donc, à cet effet-là, les gens ont peur de retourner dans les établissements de santé. Puis, je suis convaincu qu'il n'y a personne ici, puis même les soignants ne souhaitent pas puis certainement les proches aussi, ne souhaitent pas que les personnes vivent ce type de situation-là. Puis on souhaiterait que, justement, puis c'est ce que les gens disaient, ils ne souhaitent pas retourner. Donc, il y a une crainte, il y a une peur, puis il y a tout cet aspect-là. Donc, quand les gens vivent cette expérience-là, qui est une expérience de détresse, bien, c'est le sentiment qui en ressort par après. J'ajouterais que 8 personnes sur 10, lors de cette consultation-là, nous disaient avoir demandé de l'aide au préalable. Puis malheureusement, pour toutes sortes de raisons, là, puis là, c'est pas personnel à aucune personne qui travaille dans le réseau, là, ceci dit, là. Mais pour toutes sortes de raisons, on n'a pas réussi à obtenir l'aide qu'ils demandaient en temps opportun. Oui, effectivement, se sont retrouvés dans une crise qui s'est aggravée ou que leurs problèmes de santé mentale, ils ont décompensé, comme on pourrait dire là, dans le langage. Et bien, c'est à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés. Mais c'est très important ce que vous dites parce que, puis on l'a dit à plusieurs reprises lors des consultations un dernier jour, quand une personne a le courage de demander de l'aide, de les mettre sur une liste d'attente puis de dire on va vous revenir dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, puis qu'entre-temps, leur situation se dégrade, c'est que, justement, on peut éviter que les P38 aient à s'appliquer si les ressources sont disponibles en quantité puis à temps et partout à travers la province. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais les moyens ne sont pas là présentement. Ouais. Ma dernière question pour vous, on n'a pas parlé des directives psychiatriques anticipées, pas beaucoup. Je suis curieuse de savoir parce que il y a une certaine pensée que l'application du P38 va diminuer parce qu'avec les directives psychiatriques anticipées, justement, les personnes pourraient être prises en charge plutôt que de devoir passer à travers un P38. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Il y a quelque chose de profondément, puis c'est une bonne intention, assurément, le fait qu'il y ait des directives psychiatriques anticipées, donc qu'on ouvre ça. Par contre, dans la façon de faire, on a des réserves profondes, parce que c'est profondément inquiétant qu'on demande à ce qu'une personne, parce qu'elle a un problème de santé mentale, se réfère à un intervenant du réseau de la santé. Donc, si on compare aux directives médicales anticipées, ça devrait être similaire. Donc, une personne, pour prévoir ses soins de fin de vie, tout ça, peut le faire devant témoin ou devant un avocat ou un notaire, versus des directives psychiatriques anticipées, il faudrait que ce soit fait devant un intervenant. Donc, donner un traitement différencié pour des situations similaires, c'est la définition de la discrimination. Donc, pour nous,
ça part d'une bonne intention, mais cet aspect-là devrait être retiré. Puis aussi, qu'il y ait des réévaluations dans le processus, ce serait quelque chose qui nous apparaît important parce que pour nous, on a eu cette réserve-là. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en santé mentale. Les gens peuvent décider d'eux-mêmes des soins qu'ils reçoivent. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un intervenant, si l'intervenant refuse de signer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que ces directives-là vont être valides? Donc, il y a quelque chose qui peut être, puis c'est assurément pas volontaire, mais il y a quelque chose qui peut être stigmatisant là-dedans. Donc, c'est notre réserve, je dirais. Puis moi, j'aimerais rajouter une chose. Si moi, j'aurais besoin de, justement, passer par là, je ne le ferais pas. Parce que j'aurais peut-être un malaise, justement, parce que est-ce que je dois signer ça? Est-ce que je dois mettre les médicaments que je veux, etc.? Je me sentirais mal à l'aise. Personnellement, je me sentirais plus à l'aise de le faire par moi-même avec un formulaire, avec un témoin. Ça peut être un intervenant de mon organisme communautaire. Ça serait plus facile pour moi de le faire qu'une personne, que, mettons, mon psychiatre ou infirmière, etc. Moi, je serais très mal à l'aise de le faire. Parce que j'aurais peur, pas d'un chantage, mais je me sentirais plus en confiance avec un groupe, plus libre, plus en confiance avec une personne, un organisme communautaire ou un groupe de défense des droits. Merci beaucoup. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci de votre point de vue très intéressant. Je commence avec la confiance. Vous en avez parlé, là. Et est-ce que, concernant les personnes qui ont eu un vécu d'internement forcé, je crois que plusieurs personnes l'ont dit, là, la question de la confiance dans le domaine de la santé mentale me paraît essentielle. Donc, bâtir une relation thérapeutique fondée sur la confiance il me semble, vous allez me corriger peut-être, elle est productive. Là. Et je reviendrai sur la notion d'organismes communautaires, etc., mais ça, c'est un autre élément. Mais est-ce que vous pensez que les personnes qui ont eu un vécu d'internement forcé ils développent peuvent avoir plus de confiance dans leurs relations avec le système de santé ultérieurement? Si je vous force à faire quelque chose, vous aurez certainement pas plus de confiance en moi. Peut-être Nadine, Julie, si vous voulez vous exprimer là-dessus. Pour moi, une expérience, j'ai été jusqu'en cours pour changer de psychiatre parce que justement, je n'avais pas confiance dans le psychiatre qu'on m'avait assigné. On m'a changé pour une psychiatre, c'est pas tout à fait mieux, mais c'est moins pire en tout cas. Facilement perdre confiance parce que il y a comme un petit système d'arnaque. Si tu veux pas prendre la médication, ben on va t'amener en cours, etc. Donc, il y a du chantage qui est fait. Et ça n'aide pas à établir un lien de confiance avec un professionnel. Je reviens avec la confiance. La question si on constate qu'une personne qui est dans un processus de détérioration de sa santé mentale, est-ce que je vous ai entendu, il y a un lien de confiance fort qui s'établit dans les centres de crise, dans les groupes communautaires de défense des droits. Est-ce que ces organismes-là pourraient jouer un rôle accru pour des personnes qui connaissent une période de détérioration de sa santé mentale? Mais oui, effectivement, c'est un enjeu. Je ne sais pas, Nancy, si tu veux... Mais est-ce qu'on pourrait les utiliser davantage? Oui, parce que là, on est en train de créer une loi justement pour ces personnes-là. Est-ce qu'on pourrait... si on mettait plus de ressources dans les groupes communautaires, assurément, parce qu'il y a des gens qui viennent dans nos ressources, pour qui on est les intervenants de confiance, là, plus que dans le réseau. Puis dans le réseau, il y a des gens pour qui leur intervenant, c'est un intervenant du réseau, puis c'est très bien, mais à terme, oui, s'il y avait plus de ressources dans la communauté, plus si on veut, de garde-fous, effectivement, il y aurait moins de situations de P38 si on pouvait agir davantage en prévention, effectivement. Là. En début de votre témoignage, vous avez parlé qu'on est en train, avec cette loi-là, le PL 23, du fait observable à l'anticipation. Exactement. Et est-ce que vous pensez que le projet de loi 23
met de l'avant assez de critères pour déterminer, pour avoir une anticipation juste? Non. La réponse est claire. Alors, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. C'est un mémoire qui est imposant puis qui est très bien documenté. Merci pour vos témoignages également. J'ai 3 minutes. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais peut-être vous demander s'il y avait un changement ou une modification qui serait absolument essentielle à apporter au projet de loi si on devait là, procéder rapidement. Qu'est-ce qui vous irrite ou qu'est-ce qui vous dérange le plus Est-ce que c'est la question de la présomption d'inaptitude, de dangerosité? Je sais que vous allez me dire qu'il y en a plusieurs éléments, mais s'il y en avait un ou deux. Là. Ouais, je pense que vous lisez dans ma tête, mais effectivement, la dangerosité, l'état mental altéré, à répéter les mêmes erreurs, on finit par avoir les mêmes résultats. Puis c'est certainement pas volontaire, mais de ne pas toucher, comme l'IQRDJ l'a dit, c'était une de ses recommandations fortes, de ne pas toucher aux critères de dangerosité. Donc ça, c'est une chose. Puis aussi, de changer, de retirer des droits aux personnes, d'être entendues devant un juge. C'est un juge qui doit décider dans une société de droit de la liberté d'une personne, ce n'est pas un médecin. Mais en même temps, vous dites ne changez pas le critère de dangerosité, mais si j'ai bien compris, vous avez aussi mentionné qu'en 2018, on avait tenté de définir la dangerosité, mais que ça demeurait flou. Bien, c'est plus précis avec 2018. D'accord. Donc, c'est pas parfait en 2018, mais c'est moins pire que ce que vous voyez dans le projet de loi. Oui, d'accord. C'est le jour et la nuit. Et je comprends que il n'y a pas de consensus sur le projet de loi, mais il y a un consensus sur l'idée qu'il faudrait modifier P38. J'ai l'impression que vous, si on vous donnait les clés pour modifier le P38, on n'arriverait pas avec le même résultat. Mais comment on pourrait modifier P38 en une minute pour qu'il satisfasse à vos attentes actuellement? Parce que vous vous dites, je crois comprendre qu'on l'utilise de votre point de vue de façon abusive peut-être, ou beaucoup trop fréquente, ou de façon trop banalisée. Une loi d'exception qui est utilisée 20 000 fois par année, est-ce réellement une loi d'exception? Donc, à cet effet-là, comment on pourrait la modifier? J'ai bien de la misère. Tu sais, je pense qu'on l'a vraiment illustré dans notre mémoire. On a fait une série de propositions, mais à la base, l'essentiel de notre propos, c'est que l'enjeu dans les services de santé mentale, c'est pas P38. C'est l'ensemble des services en amont. Ça, l'ensemble des intervenants, là, peu importe où ils logent, s'entendent là-dessus. Bien, exactement, c'est ça. Donc, si tout le monde s'entend sur quelque chose, faisons-le. Bien, c'est ça, mais il y a plusieurs des groupes qui nous ont dit il faut tout ça, agir en amont, investir davantage, des groupes à soutenir, du travail en équipe et tout ça, mais aussi P38. Vous dites tout ça, mais pas P38. Bien, avant de mettre des contraintes, on devrait s'assurer, puis je pense que c'est le devoir de l'ensemble des législateurs, avant de restreindre les droits, on devrait s'assurer d'avoir tout fait, puis on n'a pas tout fait. Merci beaucoup. Alors, je remercie les 4 représentants de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, à savoir Mme Rivard, M. Winter, Mme Melançon et Mme Huppé. Merci beaucoup de votre contribution, puis surtout des témoignages que vous avez faits. Merci. On suspend les travaux pour faire place au prochain groupe.